Français n'ont pas le sentiment qu'ils ont un retour en termes de services publics sur l'argent qu'ils donnent à l'État. Donc, il y a des dizaines de postes de dépenses qu'il faut supprimer. On peut faire des économies partout. Et en échange, on peut arrêter de prendre cet argent dans la poche des Français. Donc, pour résumer, il faut dépenser moins, pour taxer moins, pour gagner plus. Et ce gouvernement nous propose de travailler plus pour gagner moins en nous taxant toujours. Bien sûr, il y a une particularité française, c'est qu'on est les champions du monde de l'attractivité sociale. Les migrants, quand ils viennent de leur pays, du Maghreb, d'Afrique noire, qu'est-ce qu'ils se disent ? En France, c'est le jackpot. On a une ouverture sur tous les droits. Même quand on est clandestin, on a le droit à une aide médicale d'État. Et on a vu d'ailleurs que le budget de l'AME augmentait dans le budget 2025, ce qui est un scandale quand au même moment on augmente les taxes sur l'électricité. Imaginez le signal que ce gouvernement envoie. On augmente les taxes pour les Français, pour les entreprises, et dans le même temps, le budget de l'AME augmente alors qu'on ne baisse pas les dépenses. Premier scandale. Monsieur le Président, chers collègues, je veux vous parler de l'emploi de ceux sans lesquels l'Europe serait incapable de survivre, mais dont vous rendez la vie impossible. Je veux vous parler d'une des filières qui perd le plus d'emplois dans mon pays. Je veux vous parler des agriculteurs français. Laissez-moi vous dire en face ce qu'ils vivent. Ils travaillent plus durement que le plus travailleur d'entre vous, et dans des conditions si inconfortables que vous ne les supporteriez pas plus d'une semaine. Levés avant l'aube, couchés après la nuit, ils endurent tout. Depuis des siècles, par amour de leur métier, ils surmontent les intempéries, les blessures, la fatigue. Ils nourrissent vos appétits, ils satisfont vos envies de gastronomie. Je sais que tous ici, vous aimez la cuisine française. Et pourtant, vous imposez aux gens qui rendent possible ce miracle des traités de libre-échange qui se concluent systématiquement à l'avantage des pays étrangers et au détriment de nos 400 000 emplois agricoles. Vous leur imposez des normes innombrables qui rendent leur métier impossible. Oui, vous leur imposez ceci, un code rural français de 3300 pages. Lequel d'entre vous l'a lu, ce code ? Pas un. Mais la majeure partie a été votée ici. Ce code qui les condamne pour survivre à devenir experts comptables, juristes, fonctionnaires et fiscalistes, comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. Avant-hier, dans les Vosges, j'ai rencontré Sophie, agricultrice. En à peine un an, elle a subi, par votre faute, 5 contrôles. 5 humiliations, 5 pertes de temps, donc d'argent, alors qu'elle en a si peu. 5 angoisses, 5 preuves que la colère des paysans, tout entière dirigée contre vous, est une colère juste. Avec Reconquête, je veux donner à leur colère un siège dans cet hémicycle. Parce que ce matin, à 5 heures, pendant que vous dormiez du sommeil du bureaucrate, des gens honnêtes et courageux se sont levés partout en France pour que vous puissiez manger. Tous les jours, ils travaillent pour vous. Alors demain, levez-vous à 5 heures du matin et travaillez enfin pour eux. Avec l'Algérie, si vous voulez, on a divorcé en 1962. Mais le problème, c'est que c'est la France qui a eu la garde des enfants. Et malgré ça, c'est toujours la France qui continue de verser la pension alimentaire. Et en plus, si on file la métaphore, on a affaire à un ex-mari très violent qui continue de nous insulter et qui continue de prendre notre argent. Et qui en plus a honte de prendre notre argent. Enfin, c'est la totale. Donc la seule chose que je dis, c'est divorçons pour de bon. Divorçons avec l'Algérie, traitons enfin l'Algérie d'égal à égal, que chacun se remette des névroses du passé et qu'on puisse avancer. Vous voyez aujourd'hui Emmanuel Macron au Maroc, on voit qu'avec le Maroc, on peut avoir des relations d'égal à égal. Alors, c'est pas parfait, il y a plein de sujets qui mériteraient d'être abordés, typiquement les OQTF. Je vois que M. Retailleau est aussi de ce voyage au Maroc. Ce serait intéressant qu'on puisse traiter l'affaire des OQTF avec le Maroc. Il y a plein d'autres sujets. Mais avec l'Algérie, vous sentez qu'il y a une névrose patente qui, à mon avis, fait du mal des deux côtés. Ils sont pas heureux, on n'est pas heureux, divorçons. Mais avec l'Algérie, vous sentez qu'il y a une névrose patente qui, à mon avis, fait du mal des deux côtés. Ils sont pas heureux, on n'est pas heureux, divorçons. Ça ne jetterait pas de l'huile sur le feu. C'est tout le contraire. L'huile sur le feu est déjà là. Et il faut calmer la situation et leur dire on vous doit plus rien, vous ne nous devez plus rien, il n'y a pas de paternalisme, on vous parle plus comme à des enfants. Un adulte, c'est aussi un État qui est capable d'entendre la vérité. C'est pas normal d'avoir ce genre de réaction et qu'à la tête d'un État, il porte plainte contre une élue parce qu'elle ne fait que dévoiler un chiffre public. Il y a un problème avec la classe politique et l'économie. Ils n'aiment pas les raisonnements économiques, ils n'aiment pas les mécanismes économiques. C'est-à-dire que, peut-être un peu des deux, mais au lieu de parler d'économie, la classe politique parle uniquement de mesures de pouvoir d'achat.
Et ce sont deux sujets qui sont totalement différents et parfois même radicalement opposés. Je vous donne un exemple. La classe politique va dire les Français manquent d'argent, on va leur en donner. Si le travail ne paye pas assez, on va faire des chèques. Mais quand vous faites des chèques, c'est logique. Il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent gratuit qui tombe du ciel. Donc pour vous faire un chèque, l'État va vous prendre de l'argent. Mais quand il vous prend de l'argent, il a besoin d'un fonctionnaire pour vous le prendre et il a besoin d'un fonctionnaire pour vous le redistribuer. Donc à la fin, il vous redonnera toujours moins d'argent que ce qu'il vous a pris. Et ça, c'est le mécanisme permanent de l'État. Le chèque, la subvention, les primes rénov', les primes à la casse, les primes, etc. Partout des primes. Et donc à la fin, cet argent, en réalité, on l'a pris dans votre poche et on fait semblant de vous le rendre. Et ça, c'est pas de l'économie. C'est pas de l'économie, c'est de la démagogie. Je pense qu'on est un pays moteur, qu'on l'a toujours été, historiquement, un pays moteur sur le continent et que le jour où la France s'y mettra vraiment, ça donnera vraiment l'exemple. Avec Bruno Retailleau, c'est possible ? J'attends de voir. Je pense que c'est déjà très positif d'avoir un ministre de l'Intérieur qui veut faire quelque chose. C'est déjà pas mal, on vient quand même de très loin, mais qu'ensuite... On me sent courageux sur des positions. Tout à fait, et c'est encourageant pour nous tous. On se dit, ça a eu un impact. Si on parle de bataille culturelle, du fait qu'on se soit tellement battu pour que ces sujets s'imposent, ça donne de l'espoir. Ensuite, je pense que les gens de droite ont été déjà tellement déçus par la classe politique de droite qu'il faut maintenant être un peu mesuré, attendre de voir. Il y a des chiffres, c'est facile à évaluer, vous allez dire que j'adore les chiffres. On verra à la fin de cette année, à la fin de l'année prochaine, quels seront les chiffres d'immigration légale, parce que sur ça, il a totalement la main, Bruno Retailleau. Donc on verra quels seront les chiffres et ne soyons pas déçus une énième fois. Vous n'étiez pourtant pas son premier choix. Son premier choix était Thierry Breton. Mais Ursula von der Leyen l'a sèchement refusé. Nous combattions Thierry Breton, mais il avait une qualité. Il tenait tête à Ursula von der Leyen. Le président aurait dû faire respecter son choix. C'est le principe même de la souveraineté. Mais Emmanuel Macron a obtempéré. Il vous a nommé, vous. Peut-être parce que Madame Ursula von der Leyen vous tolère. Nous n'oublions pas l'humiliation pour la France, le sentiment d'être traité comme des moins que rien par la reine de Bruxelles qui décide de qui lui revient et de qui ne lui revient pas. Vous avez d'ailleurs perdu en chemin les 2/3 du champ de compétences précédent. Un pouvoir diminué, une influence réduite. Un ministre anglais disait « Quand vous voulez nommer quelqu'un à la tête d'une institution internationale, prenez toujours un Français, car c'est le seul qui ne défendra pas les intérêts de son pays. » Alors, monsieur Séjourné, serez-vous l'homme qui défendra la France au sein de cette commission ? Ou serez-vous un simple exécutant d'Ursula von der Leyen ? En 20 ans, notre code du commerce s'est épaissi de 364% sous l'influence de la Commission. La moindre minuscule PME est supposée s'y connaître en droit autant qu'un avocat au barreau de New York. Le bilan de cette politique, c'est d'avoir perdu en à peine 15 ans Alstom, Arcelor, Péchinet, Technip, Lafarge, Alcatel et Silor, les 2/3 de notre production automobile. Madame von der Leyen, vous n'ignorez pas que les peuples européens ne s'intéressent absolument pas à cette élection des commissaires. Et je veux vous dire en face, Madame von der Leyen, que c'est de votre faute. À force d'arrangements à voix basse, de petits calculs partisans et d'hypocrisie technocratique, vous avez réussi à dégoûter les citoyens des institutions européennes. Ils ne veulent même plus savoir qui va être désigné commissaire aujourd'hui, ni pourquoi. Ils savent d'avance que ces commissaires seront à votre image, à l'image de ce que vous avez fait de l'Europe depuis 5 ans. Une Europe étouffante, dangereuse, sclérosée. Je veux dire à ces millions d'électeurs que pour les 5 ans qui viennent, je ne vous laisserai pas faire. Vous ne ferez pas de notre continent un espace sans intérêt et sans âme, où vos caprices technocratiques font la loi et dictent la morale. Avec tous ceux de cette Assemblée qui sont attachés à la vérité et à la liberté, nous briserons le silence qui règne dans votre institution. Vous gagnerez sans doute cette élection, mais nous vous ferons perdre tout le reste. Dans les 5 ans qui viennent, nous ne vous accorderons aucun répit. Nous ne vous laisserons plus opérer en catimini. Nous serons le projecteur braqué sur vos agissements. Les Européens doivent savoir la vérité. Ils en ont envie, ils en ont besoin et ils y ont droit. Merci à vous. Ce qui me dérange, c'est qu'on demande aux agriculteurs français
de se sacrifier pour l'industrie allemande. Parce que si vous regardez, si vous lisez ce traité, si vous regardez ce qu'on veut en faire, en réalité, on veut permettre d'abaisser les droits de douane pour exporter des voitures allemandes, et en échange, on abaisserait les droits de douane chez nous pour importer des produits alimentaires. Et donc à la fin, c'est nos agriculteurs qui vont payer pour que l'Allemagne puisse vendre ses voitures à l'Amérique latine. Et c'est pas normal. Et donc c'est normal en tant que Français de ne pas souhaiter ce traité. Pour le contrôle, ça a été un des grands sujets de la révolte des paysans l'an dernier, et je pense que ça en sera un autre. C'est une forme de malveillance, par principe, de l'administration française, de l'administration déconcentrée, qui, lorsqu'elle va contrôler les agriculteurs, fait, on pourrait dire, quasiment du zèle. Vous avez peut-être entendu ces contrôleurs qui arrivaient armés dans les fermes, comme si les agriculteurs étaient des voyous. Et qui font vraiment du zèle pour le contrôle. Donc si vous avez, je sais pas, 15 pages de papier à remplir pour obtenir une aide de la PAC, ils vont aller regarder le papier, ils seront presque contents de vous dire « Ah, là, c'est faux, donc l'aide, c'est terminé ». Et vous mettez un agriculteur dans la panade pour toute l'année, voire pire, dans la faillite. Et vous savez qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Ça y est vraiment pour beaucoup, faut pas minimiser ça. Bien sûr qu'on vit une crise politique grave, et d'ailleurs ce qui est frappant, c'est que depuis ce matin, on ne parle plus que d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le grand paradoxe, c'est que hier, les partis politiques, la classe politique présente à l'Assemblée nationale a voulu mettre une claque à Macron, et leur paradoxe, c'est qu'en réalité, ils lui ont redonné les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, on est dans l'attente de ce que va dire Emmanuel Macron, de ce que va faire Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va décider de nommer un Premier ministre de droite, de gauche, un technicien? Est-ce que Emmanuel Macron va décider de dissoudre Vous auriez voté la en censure, août Madame Knafo, vous? Ah, je ne pense pas du tout que j'aurais voté la censure.